Bien, on va démarrer. Bonsoir à tous. Bienvenue sur la plateforme de Dental. Ce soir, nous avons des intervenants experts. Nous allons parler de l'impression additive 3D en odontologie qui va révolutionner votre pratique dentaire déjà aujourd'hui au niveau du laboratoire et certainement très très vite dans le futur. Écran suivant. Nous aurons ce soir comme intervenant Delphine Prieur, qui est directrice opérationnelle du laboratoire du projet Prime 3D, qui vise à mettre à disposition de l'assistance publique et des hôpitaux de Paris un service d'impression 3D sur commande. Nous avons également avec nous Néhémie Comène, qui est ingénieur en fabrication additive, qui est coordinateur pédagogique du diplôme universitaire d'impression additive de l'Université de Paris. Nous recevons également avec nous Olivier Cambeau, qui est prothésiste dentaire et qui est responsable de la business unit pour Silaos, qui est le distributeur de Stratasys, qui est le leader mondial en impression additive. Nous recevons également avec plaisir Benjamin Détré, qui est prothésiste dentaire, co-gérant du laboratoire Détresse-Boger, et qui va intervenir ce soir sur les applications de l'impression additive en odontologie et particulièrement en prothèse dentaire. Et j'ai mon ami à mes côtés, le docteur Eric Serfati, qui est à la fois cofondateur de The Dental, qui est Master of Science en orthodontie de Boston Tufts Dental School, et en orthodontie. Donc bienvenue mes amis, et on a hâte de vous entendre. Écran suivant. Le sommaire de ce webinaire se décomposera en 6 parties. L'impression 3D ou la chaîne de fabrication additive sera traitée par Néhémie. Les applications de l'impression 3D à l'hôpital par Delphine Prieur. La technologie PolyJet par Olivier Cambeau. Les applications de l'impression 3D en dentisterie prothétique par Benjamin. Les cas d'usage en orthodontie quotidienne par le docteur, par Eric Serfati. Ça sera orthodontie et pas que orthodontie. Orthodontie et pas que orthodontie. Et ensuite, on vous parlera du diplôme universitaire en fabrication additive qui est distribué, comment dirais-je, proposé par l'Université de Paris-Cité et distribué par The Dental. Écran suivant. Donc, tout d'abord, on va présenter la fabrication additive pour ceux qui ne connaissent pas. Donc déjà, c'est un ensemble de procédés, c'est pas qu'un seul procédé qui permettent de fabriquer des pièces en partant de modèles virtuels, de modèles 3D. On diffère par rapport aux procédés traditionnels qui sont très répandus et très connus, tout ce qui est l'usinage, frisage, tournage ou les procédés de mise en forme tels que le moulage. Ici, on part du modèle 3D et on vient rajouter des couches successives de matière pour produire notre pièce. Donc, la matière première qui est utilisée, elle peut être présente sous différentes formes, sous forme de poudre, de filaments, de granulés ou encore de résine liquide. Slide suivante. Donc, au sein de ce diplôme universitaire, on va vraiment voir toute la chaîne de la fabrication additive, parce que c'est vraiment un écosystème et ce n'est pas juste le procédé en lui-même, c'est tout l'ensemble qui est connecté à la fabrication additive, parce qu'on ne peut pas parler de fabrication additive sans parler de conception assistée par ordinateur, sans parler de numérisation 3D, sans parler de production, de contrôle dimensionnel, des procédés de post-traitement. Donc, ce DU vous permettra en fait d'acquérir les compétences liées à cet écosystème complet. Slide suivante. Donc ici, c'est un exemple d'un des procédés les plus connus en fabrication additive, qui est le procédé Fuse Deposition Modeling, le procédé de déposition en fait de fabrication de pièces par filament, en fait fusion de filaments. Et c'est l'un des procédés les plus parlants, mais ce n'est qu'une sous-partie de l'ensemble des procédés qui existent. Slide suivante.
Et bien sûr, il permet d'utiliser tout un tas de types de thermoplastiques, allant des plus basiques qu'on utilise pour les emballages de tous les jours aux matières biocompatibles, biocompatibles implantables, telles que le PIC. Slide suivante. Donc ici, c'est une petite représentation des différentes variantes de la stéréolithographie. Ici, on utilise comme matière première une résine photosensible. Et cette résine photosensible peut être activée par un apport d'énergie via laser ou encore, ça peut être des LED UV ou un projecteur UV. Ici, on va vraiment travailler sur un matériau liquide et on va obtenir des résolutions assez fines pour des applications, par exemple, dans le médical et dans le secteur dentaire. Suivant. Au sein du DU, on va aussi aborder tout ce qui est fabrication additive pour le secteur médical et notamment la fabrication additive de prothèses en céramique. On va voir les différents procédés qui permettent d'y aboutir et surtout voir comment on utilise l'impression 3D de façon indirecte aussi. En sortie de machine, on n'a pas souvent la pièce en matière finie. Hein. Il y a toute une phase de post-traitement, de déliantage où on va enlever le liant pour avoir une partie céramique et le frittage, qui va être une cuisson au four, hein, qui va entraîner un retrait des pièces et une consolidation un peu comme en poterie pour prendre une image que l'on connaît assez bien. Suivant. Eh bien, merci Néhémie. On va laisser la parole à Delphine qui va évoquer les applications de l'impression 3D à l'hôpital. Pour cette invitation à intervenir. Donc, je suis directrice opérationnelle de la plateforme Prime 3D. Donc, c'est la plateforme mutualisée de tous les hôpitaux de Paris pour l'impression 3D. Et donc, le but de la présentation, c'est un petit peu de vous faire une vue d'ensemble de ce qui se fait actuellement à l'hôpital et de l'écosystème qui est en train de se mettre en place pour que vous puissiez avoir des interlocuteurs partout en France aussi sur ces sujets. Donc, en fait, l'impression 3D actuellement à l'hôpital et pour la santé en général, ça va être surtout pour la production de pièces uniques ou en petite série. Ce sera absolument pas pertinent pour concurrencer ce qui se fait déjà par l'industrie. On arrivera rarement à avoir un coût plus bas que ce qui se fait en série actuellement. Mais donc, justement, l'intérêt de l'impression 3D, c'est de compléter ce qui existe par des choses nouvelles. Donc, c'est là l'importance aussi de l'impression 3D pour ce qu'on appelle le prototypage rapide, où on peut faire justement des itérations assez régulières, c'est-à-dire pouvoir faire un premier modèle, avoir une idée, pouvoir la réaliser, la concrétiser dans la journée, pouvoir ensuite faire une revue de l'utilité, du besoin, etc. avec l'utilisateur final, et comme ça pouvoir faire des différentes phases d'amélioration du procédé et de la pièce pour pouvoir ensuite avoir quelque chose d'optimal. Et donc ça, ce qui est important, c'est la co-construction entre l'ingénieur et le soignant. À l'hôpital, c'est clairement la façon dont on a construit la plateforme d'impression 3D. C'est comme ça qu'on va avoir justement quelque chose qui répond à un besoin, et ce ne sera pas uniquement des inventions, mais le but, c'est d'apporter une innovation au sein de l'hôpital et donc que ce soit utilisé tous les jours par tout le monde. Et donc après, je pense que vous avez déjà pu voir jusqu'à présent différents matériaux, et Néhémie a déjà fait un aperçu sur tout ce qui était aussi les différents polymères, mais voilà, actuellement, on est capable d'imprimer techniquement n'importe quel matériau qui se fait habituellement dans l'industrie et dans les procédés d'usinage standard. Donc, ça peut être aussi de la céramique, du métal. Maintenant, on imprime du silicone aussi. Donc, voilà. Finalement, l'aspect technique n'est plus vraiment le facteur limitant dans l'impression 3D qui commence à avoir un petit peu de passif, mais on va avoir plutôt la partie conception, optimisation, comment on implémente ça dans le secteur de la santé. Slide suivante. Pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire, par exemple, sur la plateforme à la PHP, donc on va avoir à la fois de l'impression 3D pour des outils techniques, mais ce ne sont pas des prototypes, hein, ça peut être des pièces finales. Donc là, le but, c'est d'améliorer les équipements biomédicaux, ça peut être améliorer vos différents éléments en dentaire également. On va avoir une grande partie qui est sur tout ce qui est pédagogie. Et donc là, ce qui peut vous intéresser, c'est qu'en fait, ça peut être utile à la fois sur la formation initiale, mais également sur la formation continue quand on est soignant. Donc, ça va partir vraiment d'un simulateur où on peut simuler complètement un acte chirurgical, par exemple,
à de la formation aussi et des outils un peu plus pédagogiques pour le dialogue avec le patient. Et on va arriver petit à petit dans ce qu'on appelle du dispositif médical. Et donc là, on a un type très particulier qu'on commence à faire en routine chez nous, ça va être le modèle anatomique patient spécifique. Le principe, c'est faire une réplique d'un patient avant une opération pour planifier l'opération dessus. Et ensuite, le but d'avoir une plateforme internalisée, c'est de créer des nouveaux dispositifs médicaux. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, en santé, on va avoir différentes étapes. Donc, pour compléter un peu ce qu'avait déjà présenté Néhémie, on va avoir l'étape de conception qui va être assez particulière parce qu'en fait, en général, on va partir d'une imagerie médicale. Donc, on va partir d'un DICOM, ce qui sort d'un CT scan. Parfois, ça peut être une IRM, bref, ou un scan optique, ce qu'on peut avoir dans la bouche aussi, un scan optique de la bouche en dentaire. Donc, on va partir souvent d'un DICOM chez nous, qu'on va ensuite devoir segmenter pour avoir la région d'intérêt sous un format 3D. Et donc là, c'est un travail de précision. Il peut y avoir des algorithmes, mais ça va être une partie qui est quand même assez clé pour avoir ensuite une donnée de qualité pour la suite. Une fois qu'on a un modèle 3D, on va pouvoir passer sur la modélisation. Et donc là, il va y avoir des retouches à faire. Il va falloir faire en sorte que le modèle 3D virtuel devienne imprimable, devienne concrétisable. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la conception assistée par ordinateur ou CAO. Il peut y avoir une petite étape intermédiaire, à savoir que si on veut, par exemple, planifier virtuellement une chirurgie pour obtenir, par exemple, un crâne de patient tel qu'il devrait être après la chirurgie, ou pour créer des guides de coupe, par exemple, on peut avoir une étape entre les deux qui s'appelle de planification. Et donc, on fait la chirurgie virtuelle pour ensuite avoir les cotes telles qu'elle se sera après l'intervention. Et ensuite, on va du coup passer ce fichier dans un slicer qui va nous permettre de créer le chemin pour une buse, par exemple, pour l'imprimante, pour qu'elle puisse comprendre ça, et ensuite, elle va pouvoir l'imprimer. Cette suivante. Delphine, est-ce que tu peux dire un petit mot sur la segmentation, la définition de la segmentation, en vérité? Alors, la définition de la segmentation, c'est j'allais dire de segmenter, mais donc en fait, c'est comme si on colorie image par image, on sépare la partie d'intérêt de tout ce qui ne nous intéressera pas et qui ne fera pas partie de l'objet final dans une imagerie médicale. Pour un chirurgien dentiste, par exemple, à partir d'un scanner, on pourrait imaginer qu'on va segmenter les dents, segmenter l'os maxillaire et pour arriver en fait à la pièce dont on a besoin, par exemple, pour répéter une intervention avant. Exactement. Et si jamais vous voulez en plus avoir fait cette étape de planification, l'intérêt, c'est de segmenter, par exemple, chaque dent, même s'il y a des parties qui s'overlappent, par exemple, dans le scan. Bon, bref, vous allez pouvoir faire ça séparément. Pareil pour la mandibule, pareil pour le maxillaire. Et éventuellement, s'il y a des éléments à faire bouger les uns par rapport aux autres, ensuite, ce sera possible, vu que chaque élément sera bien dissocié dans le fichier. Alors, Delphine, si je peux interrompre 3 secondes, tu vas voir par la suite, on a fait dans la partie orthodontie, c'est ce qu'on fait assez quotidiennement, hein, tu dois connaître ça très bien. J'étais assez impressionné par la partie, enfin tout est impressionnant, mais sur les imprimantes que tu évoques, enfin le plateau technique que tu évoques, on est sur des imprimantes de quel type pour avoir tous ces matériaux différents, céramique, métal, etc. Alors, nous, actuellement, sur la PHP, on n'imprime pas du métal. Éventuellement, on a des prestataires pour ça. Pour l'instant, les technologies que nous avons sur la plateforme, c'est l'objet de cette slide, justement. On va avoir du dépôt de filaments fondus, donc ce qu'on mentionnait juste avant, donc des thermoplastiques. On peut avoir des choses qui sont molles, comme des TPU, ou des choses dures aussi. La stéréolithographie, et donc là, on va avoir pas mal de résines différentes, y compris, il y a des résines qui peuvent être biocompatibles, qui sont utilisées. Une des marques assez connues, en particulier aussi en dentaire, ça va être Formlabs. Ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, le polyjet. C'est un mix entre la stéréolithographie et l'imprimante jet d'encre pour le papier. C'est-à-dire qu'on va arriver à faire de la résine photopolymérisable, mais sous format de micro-gouttelettes, point par point. Et on est capable de mélanger différentes résines qui sont comme des encres. Et donc, à ce moment-là, on est capable de faire des textures différentes dans une même pièce, avec des couleurs différentes. Bref, une variété très, très complexe. Et donc, c'est ce qui nous permet de faire des simulateurs. Là, ce que vous pouvez voir, par exemple, c'est une impression en un seul bloc. Je ne sais pas si on voit ma souris. Quelle image tu voudrais focaliser sur laquelle? Sous la technologie PolyJet, il y a un petit rond. Et donc, en fait, ça, c'est l'image en 3D d'un scan de 2 siamois avant l'opération. Et donc, en fait, c'est une impression unique
en transparence avec l'ensemble des organes qui sont partagés. Extraordinaire. Donc ça, c'est la partie pédagogique, en fait. Hein. Ça, c'est une partie pédagogique et planification. L'entraînement avant l'intervention, la visualisation Exactement. avant l'intervention, la visualisation en 3D pour le praticien. Après, on peut aussi faire, par exemple, des moulages en silicone. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un moule en SLA et ensuite, on va pouvoir couler du silicone à l'intérieur. Donc là, il y a une petite technique aussi de création de moule pour faire une pièce, parce qu'il y a des techniques de démoulage. Mais on fait déjà ça sur la plateforme. Et ensuite, les extensions qu'on envisage, c'est l'impression directe de silicone. Alors, il y a des fournisseurs de machines, même françaises, qui font ça maintenant. Et passer sur du SLA vraiment biocompatible pour des guides de coupe, etc. Et donc monter en grade progressivement sur la plateforme et éventuellement par la suite l'implant. Mais pas prévu de métal pour l'instant chez nous, mais plutôt en externalisation. Slide suivante. Petit warning pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'impression 3D, le but étant bien évidemment qu'on ne devienne pas les patients de demain et donc qu'on soit tous au clair sur les précautions à prendre parce que même si c'est magique et je suis la première à adorer cette technologie, ça reste une technique de production et toute technique de production a des infrastructures à mettre en place et parfois même une petite imprimante de bureau peut s'avérer être plus toxique qu'on l'imagine, y compris tout ce qu'on voit chez les makers, les Fab Labs, etc. Finalement, il y en a une grande partie qui sont toxiques parce que les machines ne sont pas filtrées et c'est fait pour être dans un environnement de production. Et donc, idéalement, si vous faites ça, que ce soit dans un cabinet, etc., juste ayez qu'il y ait une salle dédiée pour cette machine, que des résines, ça peut être toxique, ça peut se déverser. Si ça se déverse et que c'est dans votre bureau, et ben en fait, vous n'avez plus accès à votre bureau normalement pendant quelques jours, le temps que ça se filtre. Un labo, bref. quoi. Un labo, exactement. Un labo. Même si souvent, on a cette notion de oui, l'impression 3D, maintenant, on peut en faire partout, y compris sur notre table juste à côté de nous. Mais dans les faits, on sait que c'est pas vraiment vrai. Je précise, je m'excuse de t'interrompre, Delphine, je précise à nos auditeurs que nous avons des questions qui arrivent et que ces questions, on va toutes les gérer, mais à la fin, on a une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Oui, si. Slide suivante, comme je vais essayer de ne pas être trop longue. Les projets qu'on va avoir maintenant sur l'hôpital, donc ça va être des choses qui sont du prototypage. On a beaucoup de simulateurs et de pédagogie. C'est vraiment deux éléments clés chez nous. Et donc, pour une seule année d'expérience, pour l'instant sur cette plateforme, on a déjà plus de 10 hôpitaux qui travaillent avec nous sur des projets et avec déjà des contrats de collaboration recherche et une soixantaine de médecins et de soignants qui sont déjà impliqués sur des projets. Donc voilà, il y a de la demande, chacun peut avoir plein d'idées et des fois il suffit juste de rencontrer le bon ingénieur à un instant T pour que ça débouche sur quelque chose d'assez chouette. Chez The Dental, on a plein d'idées alors, je pense qu'on va venir te voir. Hein. Slide suivante s'il vous plaît. Alors, je vous montre quelques exemples, on va passer juste rapidement, mais c'est peut-être pour vous donner des idées et voir qu'en dehors de l'indication clinique, il y a la partie pédagogie est très importante et il y a encore plein de choses à faire. Donc là, par exemple, c'est un hôpital où ils veulent pouvoir former régulièrement leurs internes à la bronchoscopie souple sur des versions qui sont saines ou pathologiques et surtout sur des versions pédiatriques, à savoir que ça n'existe pas, ces simulateurs-là. Et donc d'avoir quelque chose qui soit en kit, qu'on puisse monter, démonter un peu n'importe où, qui soit synthétique et pas animal, et qu'on puisse en fait faire ces tests-là directement. Donc on voit le bronchoscope, ils sont en train de regarder l'intérieur du modèle, et le but c'est que c'est très réaliste, et donc ça suffit amplement pour apprendre ce geste-là, et donc ne pas faire de mal au petit nourrisson qui a besoin d'avoir une inspection de ses voies respiratoires. C'est extraordinaire, Delphine. On peut passer à la suivante. Alors là, ce qui est intéressant, pareil, c'est pour vous montrer l'importance de l'ensemble des technologies disponibles et qu'on ne connaît pas forcément. Vous pouvez lancer la vidéo. Voilà. C'est donc ce qu'on voit comme vidéo à droite, c'est donc un acte de chirurgie de l'oreille interne. Donc c'est de l'auto-endoscopie, donc on a l'otoscope et on a la caméra et on fait l'acte chirurgical par l'ORL. Et donc là, on voit l'ORL qui est là à son congrès et qui peut se permettre de s'entraîner sur des techniques chirurgicales assez poussées sur un modèle qui est physique, mais qui est synthétique. Et donc là, celui que vous voyez,
c'est donc un modèle qui a été créé et qui est imprimé en 3D. Extraordinaire. Ouais. Et donc, vous voyez qu'en fait, voilà, il y a des parties qui sont molles, avec des muqueuses, des parties qui vont être beaucoup plus dures. Derrière, il est en train de racler la muqueuse par rapport à l'os qui est en dessous, etc. Et petit à petit, on va pouvoir avancer. Il va accéder aux différentes parties de l'oreille, dont les osselets, etc. Donc, on peut arriver sur quelque chose de très fin. Et donc ça, tout ça, c'est imprimé en 3D. Tout ça pour dire qu'il y a encore plein de choses à faire. Et donc, si vous avez des idées, il y a peut-être plein de... Donc, c'est une reproduction tout à fait fidèle de l'acte chirurgical. Et en fait, ça veut dire que les résines qui sont, comment dirais-je, projetées sont des résines de dureté différente et qu'on arrive à avoir à différencier de la même façon qu'on a des tissus qui sont plus ou moins durs, plus ou moins denses. On arrive à différencier ces résines pour que l'acte soit au plus près du réel. Exactement. Par contre, on va pas vous mentir, c'est pas des technologies qui sont parfaitement clés en main, dans le sens où derrière, il y a du travail d'ingénierie, ça prend du temps. Créer ce simulateur, on ne sait pas juste on prend une image d'un patient, on se dit on va se faire le simulateur et la machine va interpréter tout seul. Ça, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et heureusement pour nous, il y a tout un aspect ingénieux à mettre en place pour créer ce dispositif. Et donc ça, ça s'est étalé sur des mois en co-construction avec l'ORL que vous voyez sur la photo et l'ingénieur en charge de ce projet sur la plateforme. Vous pouvez passer à la slide suivante. Après, sur la partie pédagogie, c'est juste pour dire aussi que ça peut être utile sur la partie dialogue avec le patient. Là, par exemple, c'est des orthophonistes qui nous ont demandé un kit qui est ultra recherché en soi, techniquement assez simple, mais qui permet d'améliorer l'apprentissage du langage chez les enfants aphasiques pour lesquels elle travaille. Et donc ça, maintenant, elle l'utilise régulièrement, elle l'utilise tous les jours dans ce service. Vous pouvez passer à la slide suivante. Et on peut faire aussi des combinaisons organiques et synthétiques. Donc ça, c'est un autre exemple où, en fait, on utilise pour la formation en neurochirurgie un placenta pour pouvoir clipper des anévrismes, parce qu'il va y avoir quelque chose, on va pouvoir le perfuser, il va y avoir cette notion de flux sanguin à maîtriser durant l'intervention. Et nous, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on a créé un système pour faire en sorte de placer le placenta correctement pour qu'il soit, on va dire, accessible de la même manière que le serait un cerveau. Donc, en fait, c'est un kit dans lequel il place le placenta à un endroit et sous quelque chose qui est mou pour faire comme le cerveau avec les bons G. On voit quand même les gyrus, etc., qui sont où le placenta prend la forme un peu du cerveau pour pouvoir être utilisé sur le simulateur. Donc là, c'est un simulateur mixte, c'est-à-dire que ce qu'on voit en rouge, c'est du placenta, c'est organique, mais mis dans un système synthétique pour qu'il soit placé correctement. Et enfin, un autre type de simulateur qu'on a pu faire, et c'est pour vous montrer aussi l'intérêt de développer ces choses-là, ça prend du temps, c'est de la recherche, mais c'est important de s'y mettre parce que, en fait, si vous connaissez le mieux votre technique d'intervention en dentaire, mais que personne d'autre ne la connaît, bah, des fois, prendre le temps de se lancer dans ce développement d'un simulateur pour pouvoir diffuser cette technique, ça peut être aussi quelque chose de valorisable par la suite, que ce soit par publication, mais également par licence, c'est-à-dire vous créez quelque chose, c'est une innovation. Donc là, par exemple, un des simulateurs qu'on a mis en place sur la plateforme, c'est pour le diagnostic des pathologies du tympan. Et donc, vous voyez en fait le kit, vous voyez tous les petits tympans en bas, ils ont chacun leur petit numéro. Et donc là, c'est toutes les pathologies de tympan possibles. Actuellement, il y en a 40 qui ont été faits, texturés, etc., et qui sont plaçables dans l'oreille pour qu'ensuite l'ORL s'entraîne à diagnostiquer les différentes pathologies. Et donc, ce modèle-là a été validé aux ECOS, donc maintenant les universités veulent l'acheter. Et donc, finalement, on a transféré cette licence à une industrielle qui s'appelle MedPrint, et donc c'est eux qui exploitent le modèle et qui versent des royalties à la PHP pour chaque vente. Voilà, on a inventé quelque chose pour qu'ensuite il soit diffusé au plus grand nombre et tout le monde y est gagnant. Donc, c'est des choses qui se font sur le long terme. Le patient est gagnant. Exactement. Plus on arrive à diffuser la technique, mieux c'est. Et enfin, donc voilà, pour tout ce qui est planification opératoire, là, c'est un exemple qu'on est en train de mettre en place sur la plateforme. C'est pour la chirurgie de la scoliose complexe, où en fait, voilà, ce que manipule l'orthopédiste là dans les mains, c'est la réplique de la colonne de son patient, donc en taille 1:1, dans le but de planifier la chirurgie dessus. Il va faire ses annotations, etc. Donc, est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante? C'est aussi très impressionnant pour la communication avec le patient avant l'intervention. Exactement. Un cas comme ça,
le praticien va prévisualiser l'intervention, il va pouvoir donner une information beaucoup plus complète au patient pour lui expliquer quelle va être la nature de l'intervention. Oui, il dialogue avec lui à la dernière consultation préopératoire. Il l'utilise aussi pour la communication avec l'ensemble du personnel de bloc. Le fait qu'on ait un modèle à côté qui représente l'ensemble de ce qui va être fait, ça permet de dialoguer beaucoup plus facilement avec l'interne, avec l'IBOD, etc. Donc, on va vraiment avoir une meilleure communication. Le but étant qu'avec la planification, il réduit le temps opératoire, donc moins d'anesthésie, du coup moins de complications. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de prouver petit à petit sur les modèles, la balance bénéfice-risque à chaque fois, parce que finalement, ce modèle est un dispositif médical. C'est-à-dire que même s'il ne touche pas directement le patient, selon le règlement européen des dispositifs médicaux, c'est donc un dispositif médical parce qu'il influence la façon dont un patient va être pris en charge. Très bien. Et donc là, je vous ai remis assez brièvement ce qui s'applique à nous. Donc voilà, le nouveau règlement européen, le MDR 2017-745, et il y a un article très spécifique qui nous intéresse en tant qu'hôpital ou établissement de santé. Donc même si ce n'est pas forcément un CHU, ça peut être intéressant pour vous. C'est qu'en fait, il est possible de faire des dispositifs médicaux en interne pour nos propres patients, sans forcément avoir à passer de marquage CE. Mais il y a quand même la nécessité de répondre à certaines exigences, à savoir qu'on ne peut pas concurrencer quelque chose qui est déjà sur le marché. Donc, si ça existe, on ne peut pas faire ça en in-house. Si quelqu'un a déjà passé le marquage CE, c'est forcément mieux. Donc, par contre, c'est quand un besoin n'est pas répondu par quelque chose qui existe sur le marché, alors on peut créer quelque chose de nouveau pour un patient très spécifique qui est complètement en dehors des standards. Et ça, c'est intéressant parce que ça ne nous oblige pas forcément à passer le marquage CE. Par contre, ça nous oblige à avoir un système qualité qui est garantit autant qu'un industriel la sécurité de son patient. Et donc là, on devient fabricant interne, donc dit dispositif médical in-house. Et là, vous êtes du coup responsable des conséquences? Exactement. On devient fabricant, titre de fabricant, mais on a un fabricant internalisé à un établissement de santé. Donc en fait, c'est l'établissement de santé qui en fait est déjà responsable de ses patients. Et donc là, on ajoute en fait dans le parcours patient le fait qu'on puisse fabriquer un dispositif médical parce qu'en fait rien d'autre ne répond aux besoins ailleurs. Et c'est valable aussi pour le matériau? C'est-à-dire pour le matériau, il faut que il y a le concept, il y a la fabrication, il y a la visualisation, et puis il y a aussi le matériau en lui-même qui a un degré de biocompatibilité qui ne dépend pas de vous. Vous utilisez un matériau d'un tiers. Donc, quel est le niveau de responsabilité par rapport au matériau? Le fabricant est responsable de tout. C'est-à-dire qu'il doit justement aller auditer les fournisseurs pour s'assurer que le fournisseur est correct, récupérer les certificats, etc. Donc, soit on valide nous-mêmes absolument tout, soit on peut se reposer sur des certificats délivrés par d'autres pour justement diminuer notre charge d'audit. Mais à partir du moment où nous, on délivre un dispositif médical à un patient, on est responsable de sa sécurité. Et donc, à ce titre, on doit vérifier qu'on est capable d'avoir des stocks suffisants pour répondre aux demandes à partir du moment où c'est quelque chose en routine. Il faut pouvoir justifier que nos ressources humaines sont correctement formées sur l'ensemble des procédés, de l'ensemble des processus, que nos matières premières sont bien tracées, qu'on est capable de... Voilà, si jamais il y a une matière première qui a un problème et qu'on a, durant la surveillance post, donc c'est pas post-commercialisation parce qu'on ne commercialise pas, mais post-mise en service, c'est-à-dire mise en service d'un dispositif médical chez un patient. Post-utilisation. Voilà, post-utilisation. Oui, c'est le meilleur terme, je suis d'accord. Eh bien, si jamais il y a un événement indésirable, par exemple, il faut absolument qu'on puisse être notifié d'une façon sûre, c'est-à-dire qu'on ne passe pas à côté, qu'à un moment donné, l'information nous revient. Et donc, il faut mettre en place ces processus-là. Et il faut être ensuite capable de corriger le tir. Et donc, par exemple, un des exemples, c'est voilà, si le matériau est défectueux, il faut qu'on soit capable de rappeler tous les dispositifs qui ont été produits sur ce matériau-là à ce moment-là, ou par telle machine, si c'était la machine qui était défectueuse et qu'elle a peut-être réussi à passer entre les mailles du filet, alors que normalement, il y a des contrôles qualité réguliers. Voilà, il y a tout ce système à mettre en place, et donc il y a des normes pour ça. Et donc, même si on est établissement de santé, même si on est dans un établissement qui fait du soin en lui-même, et bien en fait, il y a quand même toute cette partie qui habituellement est réservée aux industriels, qui nous est quand même, imputée. On ne peut pas fabriquer uniquement en se disant je connais mon patient, donc let's go. Ça ne marche pas comme ça. Ça pose des problèmes de co-responsabilité qui sont très très lourds.
Oui, exactement. Et donc, c'est pour ça que celui qui délivre, en fait, le dispositif médical est le responsable, le seul et unique. Il n'y en a qu'un seul. Et ensuite, celui-ci doit ensuite être responsable de ses sous-traitants lorsqu'il y a des parties sous-traitées. Très bien. Important. Voilà. Après, la notion de biocompatibilité, parce que vous en parliez sur les matériaux en particulier, donc ça, c'est un aspect qui nous intéresse tous. On va avoir des matériaux qui nous sont dits d'office comme celui-ci est biocompatible. Alors, c'est un terme assez générique qui veut tout et rien dire. Et là, c'est un aspect où, voilà, je pense quand on est soignant, on a cet aspect-là, mais voilà, quand on le voit en termes de marketing, c'est pas forcément toujours évident. À savoir qu'un biocompatible, ça ne veut dire quelque chose que quand c'est pour un tissu donné sur une période donnée. Donc, c'est-à-dire, un biocompatible peut être du contact peau pendant 2 jours. Ça veut juste dire, il peut toucher notre peau pendant 2 jours. Et c'est tout. On ne pourra pas en faire autre chose. Par contre, un implant, il faudra que ce soit du contact os pendant plus de 1 an, etc. Si on veut un guide de coupe, il faut que ce soit du contact muqueuse, voire même os, sur une durée qui est en fait celle de la chirurgie. Donc, ça peut être moins de 48 heures, ce sera amplement suffisant. Mais voilà, finalement, biocompatible ne veut strictement rien dire en soi si on n'a pas ce détail-là. Et donc, c'est ça qui est important à regarder. Donc même voilà, si on voit un matériau dit ça c'est pour du guide de coupe, ce qui est important de regarder c'est ok, le certificat il est pour quoi? Il est pour tel contact, telle durée. Et comme ça, c'est parce que c'est vous qui êtes responsable. Vous pouvez pas dire oui mais c'était marqué guide de coupe donc c'est ok. Ça marche pas comme ça. Et enfin l'autre particularité c'est qu'en fait le certificat qu'il a obtenu, ce matériau, il a été obtenu parce qu'il a été imprimé dans certaines conditions de fabrication par le fabricant. Donc en fait, il dit, pour information, si tout le process est parfaitement réalisé, c'est un matériau qui est safe. Mais si vous n'avez pas un process qui est bien cadré, vous pouvez très bien produire quelque chose qui n'est pas biocompatible à partir d'une résine qui est considérée comme certifiée biocompatible. L'exemple extrême, c'est je décide d'imprimer un dispositif qui est censé aller dans un guide de coupe, etc. Mais je suis dans une salle où en fait il y a des travaux à côté et puis elle est pleine d'amiante. Concrètement, vous n'avez pas fait du biocompatible. Pas du tout même. Voilà, c'est ces aspects-là en fait qu'il faut prendre en compte et donc l'ensemble du système qualité est là pour ça. Et c'est toujours là où on se pose plein de questions et c'est compliqué à mettre en place, mais c'est important. Pour information, certaines résines par exemple qui sont biocompatibles à l'état polymérisé sont des CMR à l'état liquide. CMR étant cancérigène, mutagène, reprotoxique. En gros, le fameux pictogramme, le pire qu'on puisse voir en général sur les bidons chimiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, mais si elle est mal polymérisée, c'est-à-dire si finalement la lampe UV ne marchait pas bien ce jour-là, et ben en fait, on a mis un CMR dans un patient. Bref, le dernier truc à faire. Et bien évidemment, on ne verra pas le problème tout de suite, parce que c'est des choses qui sont cancérigènes, mutagènes. Donc, à la rigueur, on lui a peut-être accéléré son risque d'avoir un cancer par la suite, mais on ne le verra pas sur la chirurgie, on ne le verra pas au moment donné. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment être sûr de tout son système qualité. À savoir, quand j'imprime quelque chose, je suis sûre des dimensions. Quand je polymérise les choses, je suis sûre de sa polymérisation. Il n'y a pas de doute possible. Et quand je fais quelque chose qui est biocompatible, c'est parce qu'à la fin, dans tous les cas, si mon atmosphère est contrôlée, si la machine est contrôlée régulièrement, s'il y a une qualification régulière de la machine pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut, alors on peut dire je suis sûr de moi. Et c'est ça qui est important. D'où l'importance de l'apport théorique et des connaissances fondamentales. Ça nous ramène au DU Néhémie, où effectivement, c'est pas juste de poser une impression, d'avoir un laboratoire avec une imprimante additive, mais d'en connaître les fondamentaux et ce dont tu viens de parler, Delphine, c'est évidemment imparable. C'est-à-dire que cette sécurité qui doit être permanente est sous-tendue par des connaissances fondamentales. Il y a des systèmes de calibrage et de contrôle dans le temps aussi. En fait, c'est ça, c'est le temps. C'est-à-dire que quelque chose où tout est à l'état neuf, entre guillemets, et que chacun des fabricants garantit que là, c'est sûr à 100%, et encore, ça dépend peut-être qu'au transport, ça va être décalibré, etc. Il y a des calibrages à refaire. Mais on peut se dire, ça va. Le problème, c'est sur le long terme. Comment on s'assure que
on ne se rend pas compte que la machine ne marche pas 10 jours après qu'elle ait vraiment arrêté de bien marcher. On va avancer un petit peu parce qu'on a encore beaucoup de choses à présenter. Là, c'était juste pour vous dire qu'on n'était pas seul et qu'en fait, on était maintenant un réseau national de tous les centres hospitalo-universitaires qui font l'impression 3D. Et donc, sur les 32 CHU français, il y en a 19 actuellement qui s'intéressent réellement à la 3D, qui font partie de ce réseau et qui, justement, veulent mutualiser ces compétences en interne. Donc, intéressant à savoir si vous travaillez avec eux. Et il y en a également en Europe, un réseau européen qui s'est monté. Voilà. Vous pouvez passer à la suivante. Une plateforme comme la tienne, Delphine, aujourd'hui, il y en a combien en France ? C'est compliqué parce qu'en fait, en général, c'est des services qui se lancent chacun un peu dans l'impression 3D pour faire des premiers prototypes, des premières choses, etc. Donc, on va dire des imprimantes qui se baladent sur un bureau d'un service, il y en a. Maintenant, qui sont mutualisées, qui ont des personnes avec les compétences dédiées, qui permettent de faire une maintenance régulière et de s'assurer d'un tout un process qualité, il n'y en a pas tant que ça. On va dire on est 5 plateformes dans le bureau du réseau qui sont un peu plus réparties sur toute la France. Oui, on a Lyon qui est très avancé, qui ont commencé il y a pas mal de temps, il y a plus longtemps que nous. Besançon aussi, ils font sur pas mal de cas cliniques. Brest est bien avancé, Caen va s'y mettre très bientôt. Et Lille est en train de repartir sur des starting blocks en ce moment. Donc. La concurrence amène l'amélioration de tout le monde. Mais on n'est pas concurrents, on est tous du service public. Finalement, c'est la même maison. Hein. C'est juste qu'on est... C'est une œuvre commune. Exactement. Donc, au contraire, c'est le but du réseau. Merci infiniment, Delphine, parce que vraiment, c'est passionnant. On continuerait encore longtemps, mais notre temps est un petit peu compté. On va laisser maintenant la parole à Olivier, qui va nous parler machine. Oui, merci Jean-Paul. Bonsoir à toutes et tous. Merci The Dental pour permettre ce focus sur les technologies de Stratasys. Je suis Olivier Cambeau, donc je travaille pour l'entreprise Silaos. Je suis responsable de la business unit dentaire. Et donc je vais vous, vu qu'on est partenaire Stratasys sur leurs différentes technologies, je vais vous présenter pour la partie, focus sur la partie dentaire, ce que permettent leurs technologies PolyJet. On va faire un très rapide tour d'horizon sur qui est Stratasys si jamais vous ne connaissez pas. C'est le leader mondial de l'impression 3D professionnelle. Ils ont donc une large gamme d'imprimantes avec différentes technologies dont a parlé Néhémie plus tôt. Et donc, il y a des solutions vraiment spécifiques conçues par secteur et pour chacun des clients. Donc, on a des imprimantes spécialisées pour l'industrie, pour le dentaire, pour le médical, qu'utilise notamment Delphine. En quelques chiffres, Stratasys détient le brevet FDM depuis 1989. FDM, c'est, Néhémie en parlait tout à l'heure, c'est Fused Deposit Modeling. Ce sont des fils de polymère qui sont chauffés et extrudés pour former des pièces en 3D. Et la première imprimante PolyJet, la technologie dont on va parler, a été commercialisée en 2000. Donc, c'est une technologie finalement qui est éprouvée. Ce n'est pas quelque chose finalement qui sort de sa boîte. Donc, on peut passer à la slide suivante. Je présente très rapidement donc Silaos, mon entreprise, puisque Stratasys s'appuie sur des revendeurs pour diffuser leurs imprimantes. Ils ont besoin de revendeurs spécialisés. C'est pour ça que donc, chez Silaos, on a plusieurs verticales. Donc, depuis 2016, donc, l'industrie d'abord, puis le médical en 2021 et en dernier lieu, le dentaire. Donc, notre mission, c'est de démocratiser l'impression 3D en accompagnant les professionnels. C'est notre credo. C'est pour ça que moi, je suis prothésiste dentaire de formation. Ça me permet d'accompagner au mieux les praticiens et les laboratoires parce qu'on sait que quand on parle le même langage, on se comprend mieux. Et pourquoi, en fait, en dernier lieu, le dentaire ? C'est parce qu'il y a une véritable transformation du secteur. On va prendre un chiffre qui est paru dans une étude publiée dans le magazine Technologie dentaire qui disait que près de 50% des dentistes étaient équipés de caméras intraorales en 2024 versus moins de 4% en 2017. Donc, ça nous laisse une perspective de quelle est cette évolution, pourquoi on n'y coupe pas et pourquoi on a besoin du coup de s'acculturer et finalement d'éviter les pièges dont a parlé aussi Delphine de l'impression 3D, notamment sur la santé lorsqu'on utilise ces technologies. Donc, voilà pour Silaos. On va passer à la slide suivante. Et donc là, on va entrer dans le cœur du sujet, sa technologie PolyJet, le focus sur cette technologie. Je vais utiliser la même analogie que Delphine tout à l'heure.
PolyJet, c'est un peu un nom barbare. Je vais prendre mes notes pour tout vous dire, parce que la définition, c'est une technologie d'impression 3D par jet sélectif de photopolymères multimatériaux. Ça s'appelle le jetting, donc ça fait un peu barbare dans l'absolu. Et donc l'analogie de Delphine était parfaite. Voyez ça comme une imprimante papier avec des têtes d'impression qui vont déposer non pas des gouttes d'encre, mais des gouttes de résine sur un support et, étage par étage, constituer une pièce 3D. Donc cette technologie, elle est révolutionnaire dans le monde de la dentisterie plus particulièrement, parce qu'aujourd'hui, l'impression 3D telle que vous devez la connaître, c'est un bac dans lequel un plateau trempe et va polymériser les couches successivement. Donc c'est du monomatière. Pardon. Ce que va permettre la technologie PolyJet, c'est du multimatériau simultané pour faire des modèles hyper complexes, comme évoqué Delphine. On a vu, c'était fait, je pense, avec du PolyJet, c'est 6 mois en maquette. Donc la technologie PolyJet permet ça, des modèles réalistes. Il n'y a pas de support type échafaudage. On sait que dans la dentisterie, on travaille au micron. Donc, qui dit pas de supportage d'une pièce ou un support échafaudage dit que potentiellement une pièce peut s'affaisser ou ne pas être supportée, et donc ses propriétés volumiques peuvent changer. Avec la technologie PolyJet, les pièces sont enrobées dans une gélatine qui va permettre tout au long de l'impression que votre volume soit entièrement supporté et donc du coup soit l'identique de votre design initial. Les plateaux sont capacitaires, on peut faire du coup des productions mixées et larges. Les couches d'impression sont très fines, moins de 20 microns. Donc pour les cas d'implantologie avec des analogues d'implants, pour respecter les limites cervicales et les préparations donc, des chirurgiens, avoir un modèle qui est précis, c'est quand même l'idéal. Et puis derrière, on a un nettoyage à l'eau qui je le rappelle, normalement, enfin, la plupart des imprimantes 3D, les modèles après se nettoient avec de l'alcool isopropylique. C'est pas hyper bon pour la santé, puisqu'en plus on en utilise en grande quantité. Là, on nettoie à l'eau les pièces, puisque lorsqu'elles sont imprimées sur la technologie PolyJet, elles sont entièrement photopolymérisées et ne nécessitent pas de nouvelles phases de cuisson. Donc un nettoyage à l'eau, puis après, elles sont prêtes à l'emploi. Voilà pour la présentation de tout ce que ça permet au global. Et on va voir maintenant sur la prochaine slide en détail comment ça s'applique au laboratoire et dans le cabinet dentaire. Donc, on parlait du multimatériau simultané. L'avantage, c'est que ça apporte de la flexibilité d'avoir une impression comme celle-ci, puisque on voit sur la photo de gauche, donc c'est des pièces qui ont été imprimées sur un même plateau. Donc, c'est un guide chirurgical empilable sur un modèle. Donc, cette pièce a été imprimée en plusieurs parties, mais en une seule fois, une seule impression. Les matériaux sont biocompatibles. Alors attention, notion très importante évoquée par Delphine Prieur, c'est des matériaux biocompatibles de classe 1, donc qui sont mucoportables ou ostéoportables pendant 24 heures uniquement. Donc effectivement, c'est important de préciser. Et ils ont cette norme-là, puisqu'ils sont faits dans une imprimante qui travaille sous une enceinte fermée et contrôlée, et donc il n'y a pas d'éléments perturbateurs. Donc pratique pour la chirurgie guidée, pratique aussi pour les modèles anatomiques. On voit donc sur la slide sur la photo de droite une mandibule donc, qui a été imprimée en une seule fois. Donc si on a les bons designers, on peut réaliser plusieurs fichiers STL et les imprimer en même temps dans des matériaux différents. Là, on verra que la partie, donc la mandibule est transparente et on voit donc l'os qui va être en résine beige, le nerf mandibulaire en rouge, les dents en blanc, on voit les racines. Et donc, pour des modèles d'études, ça peut être intéressant. Et donc, du coup, on n'a pas de limite selon les sujets qu'on veut utiliser. Voilà pour la notion de flexibilité, ce que ça peut apporter. On va passer à la slide suivante. Sur le supportage, donc voilà. Le supportage type PolyJet, vous voyez la pièce qu'on a à gauche, elle est enrobée entièrement d'un gel. Du coup, elle est entièrement supportée versus un supportage échafaudage. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, on en a parlé plus tôt. Un supportage intégral équivaut à une fidélité de la pièce qu'on cherche à reproduire. Et donc, une finalité des prothèses qui vont aller dessus, bien évidemment. Associé aux couches fines, c'est là qu'on a une précision idéale. On passera donc à la slide suivante. Voilà, le véritable apport du PolyJet, c'est aussi pour la recherche, puisqu'on voit des modèles couleurs. Donc là, on a des modèles qui sont photoréalistes. Alors attention, quand je dis photoréaliste,
C'est ce que nous propose aujourd'hui les scans intraoraux. Aujourd'hui, les scans intraoraux interprètent les couleurs. Donc, ce n'est pas du photoréaliste, c'est du photomimé ou du photocalculé. Mais ça peut donner de très bonnes idées pour des TP en dentisterie. Ça peut être intéressant pour le prothésiste aussi, pour voir si on a une préparation avec une dyschromie, pour faire le choix d'une armature différente. Donc, il y a plein d'applications possibles. Pourquoi pas aussi pour des partiels, hein, voir la teinte d'OPI de la muqueuse pour adapter après la bonne teinte de prothèse pour un partiel. Et ce qui arrivera donc du coup très bientôt, c'est la photo que vous avez sur la droite. Ce sont les prothèses adjointes. Là, c'est une prothèse adjointe complète maxillaire, imprimée en une seule fois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour imprimer ce genre de prothèse, on est obligé de le faire en 2 fois, puis de faire un collage. Alors, soit imprimé, soit usiné, mais en général, on le fait en 2 fois. Qui dit collage dit potentiellement une épaisseur de couche de colle un peu trop, trop épaisse, bien évidemment. Du coup, on n'a pas une bonne occlusion. On peut avoir aussi des infiltrations et les teintes changent avec le temps. Et là, quand c'est imprimé en une seule fois, on a une prothèse qui est de suite transposable en bouche. Parce que là, donc, du coup, ce sont des matériaux biocompatibles classe 2. Donc sans durée de port sur la muqueuse. Et là où la technologie PolyJet va apporter dans le futur quelque chose de phénoménal, peut-être qu'on le voit bien sur la photo, mais on voit de la translucidité au niveau des dents, c'est parce que l'imprimante est capable d'imprimer par couches successives et d'un matériau sélectif. Donc on peut créer une dent avec un noyau dentinaire et par-dessus un émail et même un incisal sur certaines teintes qui va nous donner un peu de la profondeur et du réalisme sur les dents. De même que la muqueuse, elle sera texturée et veinée. Aujourd'hui, les imprimantes impriment pas des muqueuses veinées. Voilà pour le côté innovation sur le côté prothèse adjointe totale et modèle couleur. On va passer à la slide suivante. La notion de santé et sécurité, donc chère à Delphine, et elle a bien raison. Ce que permettent par défaut les imprimantes de Stratasys à technologie PolyJet, c'est une chambre d'impression filtrée avec des filtres. Donc on le voit sur la gauche, hein, c'est un filtre, un double filtrage. C'est un filtre HEPA et un filtre à charbon, ce qui permet que l'enceinte soit entièrement dépolluée de tous les composants volatiles et préserve donc la santé de ceux qui utilisent les machines. Ensuite, le nettoyage à l'eau, on se dédouane de l'IPA. Et ensuite, on voit l'imprimante qui est ouverte sur la droite. Tout est en circuit fermé. On n'a plus de contact avec la résine non polymérisée, qui est parfaitement toxique et puis qui risque aussi de brûlure chimique. Hein. Si on touche de la résine non polymérisée, on s'expose à une lumière UV, on peut risquer des brûlures chimiques, entre autres choses. Donc voilà pour le côté santé et sécurité. C'est un pan qui est vraiment essentiel. Delphine le disait, il ne faut pas être les patients de demain en utilisant l'impression 3D, même si de prime abord, ça a l'air d'être un peu magique tout ça. Il faut prendre des précautions. C'est ce que les fabricants, comme Stratasys, on peut passer à la slide suivante, la transition était parfaite. Ce que les fabricants comme Stratasys permettent, c'est ça en fait, c'est un suivi des produits, de la traçabilité, des machines qui sont à la fois pour le produit qu'on fabrique, mais aussi pour les utilisateurs. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, l'excellence au service de l'odontologie. Et c'est ce qui permet finalement que cette nouvelle tendance et ce présent et ce futur, on l'aborde dans des meilleures conditions. Voilà donc pour le petit focus technologie PolyJet. J'ai vu qu'il y avait des questions. Hein. Jean-Paul a dit qu'on en parlera après, qu'on les évoquera après. On les prendra à la fin, absolument. Voilà. Là, je pense que je vais céder la parole à mon cher confrère Benjamin. Voilà, focus sur le dentaire. Merci Olivier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Olivier. Alors bonsoir à tous. Écoutez, je me présente Benjamin Détré, prothésiste dentaire depuis 20 ans. Donc mon expérience m'a permis de voir l'évolution du métier avec l'arrivée de la CFAO depuis déjà quelques années. Et on parlait de caméras intraorales. Alors moi, effectivement, j'en ai plus d'un moitié aujourd'hui.
Et c'est un vrai plaisir de travailler sur ces empreintes qui sont exceptionnelles et qui nous garantissent une précision très, très bien par rapport aux empreintes traditionnelles. Donc voilà mon équipe. Nous sommes 2 avec Xavier Bauger, mon associé, et nous sommes 20 au laboratoire. Donc j'ai racheté le laboratoire Poiret, un laboratoire historique, il y a 6 ans. Et on était 10. Et puis j'ai vite mis l'accent sur le numérique en investissant dans des fraiseuses, des machines à usiner. Et la zircone est arrivée foison. On a énormément de demandes en zircone. Donc il fallait l'imprimante qui allait avec pour pouvoir descendre nos prothèses sur modèle. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc j'ai commencé avec la première Formlab. Donc ensuite on a pris la deuxième. Et on est passé sur la Nexdan et enfin la Stratasys. Donc on va passer à la slide suivante. Donc voilà, j'ai fait une petite comparaison avec l'évolution humaine. Parce qu'en fin de compte, les premières impressions, quand j'y repense, c'est vraiment un retour vers le passé, avec une imprimante qui marchait super bien au début, mais qui a ses limites en termes d'impression, le petit plateau. Et puis, il y avait des moments où on arrivait le matin, l'impression n'avait pas été faite, c'était assez compliqué. Et puis, petit à petit, on est arrivé à quelque chose de très, très correct. Et quand j'ai entendu Delphine, je me dis, mais l'avenir, ça va être incroyable. Un jour, j'aurai peut-être le crâne du patient, je pourrais avoir les plans. Et c'est fou l'évolution de l'impression. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà l'exemple d'un plateau d'impression. Donc j'en mets beaucoup. En fait, on joue à Tetris tous les soirs. On place nos empreintes numériques. Et on a la possibilité d'imprimer plusieurs choses à la fois, multimatériaux. Donc, on peut imprimer du modèle, de la fausse gencive, du guide, du PMMA. Donc, c'est vraiment très pratique pour le laboratoire. Et ça nous change de notre première imprimante, la première Formlab. Slide suivante. Donc voilà, moi je suis spécialisé dans le full arch. Donc, ça fait partie de mon quotidien. Et je peux vous assurer que si je n'ai pas une imprimante précise, je m'en vais à l'échec. Il fut un temps où je refusais même les empreintes numériques. Je ne travaillais que sur des empreintes physiques parce que j'avais une peur bleue d'avoir une prothèse non passive. Et aujourd'hui, avec la Stratasys, c'est un véritable confort. Et fini le stress, fini l'angoisse. Depuis que j'ai la Stratasys, vraiment, je dors beaucoup mieux. Slide suivante. Donc, voici une empreinte numérique. Je pensais que c'était une vidéo, non? C'est pas une vidéo? Non, il y a une vidéo plus tard. Ouais. Bon, on va revenir sur l'empreinte numérique. Donc, c'est une empreinte qui a été faite par mon binôme praticien Mathieu Declerc. Et on voit que l'empreinte, elle est vraiment magnifique avec les profils d'émergence. Il a même scanné le palais, en fait, le raffet, pour pouvoir matcher mes différents scans. Donc, l'empreinte, elle est quand même magnifique, je trouve. Slide suivante. Alors, voici. Voilà. La vidéo d'un full arch maxillaire. Donc, on voit que l'intégration, elle est quand même sympa. L'occlusion est gérée. Et tout ça grâce à une imprimante précise et une empreinte correcte. C'est le jour de la pause? Ouais, c'est le jour de la pause. Bravo. Donc il y a une mise en charge immédiate avant qui a préparé. Et là, au niveau du matériau, on est toujours dans une résine, hein, c'est-à-dire que par exemple les dents. Non, c'est de la zircone stratifiée. D'accord. Donc il y a deux bridges en fin de compte. C'est segmenté au niveau.
On le voit hein, au niveau des incisives centrales. Ouais. Donc voilà, on segmente au maximum. D'accord. Alors, il faut savoir que moi j'ai été à l'ARIA. L'ARIA, c'est le salon du dentaire, d'accord, à Lyon. Et il y avait une conférence de Florine Coffard. Et Florine Coffard m'avait dit qu'une imprimante précise, on parlait de guide chirurgicaux, pardon. Et il disait que un bon guide, c'était un guide qui était imprimé par une Stratasys, que je ne connaissais pas à l'époque. Et c'est lui qui m'a vraiment poussé à cet investissement. Donc voilà, on peut passer au slide suivant. Donc ouais, le modèle, c'est la clé de la réussite. Effectivement, moi, je livre toutes mes prothèses sur un modèle. Même pour une simple couronne, j'ai besoin de descendre la prothèse, j'ai besoin de vérifier l'occlusion. Et voilà, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est le modèle. Il faut bien préciser, parce qu'on se commente aussi dans la question, il faut bien préciser que ce sont les modèles qui sont imprimés là en 3D et que les dents sont de fabrication traditionnelle, enfin avec les méthodes que tu développes tous les jours, Benjamin. Exactement. Oui, on est bien d'accord, hein, les dents ne sont pas imprimées là. Hein. Non, pas du tout. Voilà, du tout. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de confusion dans le thème de non. Non, pas du tout. Moi, j'imprime que le modèle et en parallèle, je fraise mon armature. C'est ça. Ce qui est important, c'est la précision du modèle qui va évidemment conditionner la prothèse passive, évidemment. Tout à fait. Donc moi, je fraise dans de la zircone notamment. Ouais. Et ensuite, vous voyez sur la photo, il y a des embases titane. Donc je fais des collages et mes collages, je les fais systématiquement sur modèle pour garantir la passivité. Parce que Olivier, juste avant, a montré des prothèses complètes amovibles qui étaient totalement imprimées. Les dents étaient imprimées, l'armature, enfin, oui, tout à fait. Évidemment, etc. Mais là, effectivement, c'était de la résine. Ici, c'est de la zircone stratifiée. Merci, très bien. Il faut savoir que le modèle, si je peux me permettre une petite incursion, c'est quand même le point d'entrée du laboratoire d'une prothèse. Toutes les technologies d'imprimante. Oui, exactement. Et toutes les technologies d'imprimante 3D, elles ont une tolérance à une marge d'erreur. Et voilà, et c'est avec ça que se bat le prothésiste au quotidien, puisque quand on met un analogue d'implant, l'analogue, s'il est usiné, il est peut-être aussi une tolérance, plus la tolérance du modèle. Donc c'est pour ça qu'on est en quête ultime de cette précision et de cette stabilité des modèles dont parle Benjamin. C'est pour que la finalité, c'est que la pose en bouche se fasse vraiment sans encombre et au même titre que sur le modèle. Exactement. En fait, pour ce genre de grosses reconstitutions, le problème, c'est la passivité. Bien sûr, bien sûr. On a eu des casses, bien sûr. Les places, si je puis dire. Et essuyer les résines. Ouais. Effectivement. Voilà. Et franchement, aujourd'hui, avec ce type de modèle, c'est le top. C'est vraiment du bonheur au quotidien. Vraiment. Tu es satisfait des matériaux? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a toutes les composantes. Hein. Il y a effectivement la machine et il y a aussi le matériau. Oui, tout à fait. C'est les matériaux qui ont beaucoup évolué aussi. Qui viennent de chez Stratasys en plus. Donc, il n'y a pas de souci. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il fut un temps, j'avais mon CAD designer qui est passionné de numérique, qui passait un temps fou à gérer le post-traitement. Donc c'était quand même incroyable, quelqu'un de qualifié qui toute la journée nettoie du modèle. Aujourd'hui, on a éliminé ce post-traitement avec ce nettoyage simple et rapide. Donc voilà, on va passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors aussi, là, il y a une vidéo. Donc là, c'était aussi pour vous montrer que je ne fais pas seulement que de l'implantologie, on fait aussi du dentoporté. Et donc là, c'était une petite réalisation sympathique. Et c'était pour vous dire que ce type de boulot, avec l'ancienne génération, avec nos premières imprimantes, c'était quand même une galère. Parce que ce n'était pas représentatif, en fin de compte. Là, j'ai eu le témoignage du praticien qui m'a dit « mais c'est un bonheur, quoi. J'ai descendu les dents. Comme sur le modèle, c'est la même chose, c'est la réplique parfaite
de ce qu'il y a en bouche. Et c'est vraiment appréciable ce genre de témoignage. C'est la fin des plâtriers. C'est ça. Ben oui, Oui, exactement. il y a des résineux. Ouais. Alors justement, on essaye de changer la donne et De les reconvertir. les reconvertir, mais le mien, il n'est pas numériquement conscient. Il va falloir que... C'est-à-dire que toutes les nouvelles générations, là, tous les jeunes qui arrivent, ils sont numériquement conscients instantanément. Ils ont grandi avec ça, donc c'est plus du tout un problème. Et on le voit bien même dans les générations de confrères, de tous ceux qui utilisent la 3D tous les jours. Tous ces logiciels de post-traitement, de pré-traitement, de visualisation, de prédiction, de tout ce qu'on veut, ils sont très, très, je dirais, compatibles et ça fonctionne instantanément. Je vais faire le rabat-joie. On est à plus d'une heure, Voilà. mais c'est passionnant. Donc, continuez, mais je voulais juste vous donner le tempo. On est à 1h02 là. Je vais m'activer un peu. Alors, bon, on fait beaucoup de guides aussi. Et vous imaginez la précision qu'il faut pour un guide. Donc là, c'est super, c'est qu'il y a 3 matériaux qui ont été imprimés. Donc, il y a le guide, le modèle et le PMMA. Donc voilà, on peut passer au slide suivant. Alors, duplicata de prothèse amovible. Alors c'est intéressant, j'ai écrit un article avec le docteur Romani à ce sujet. En fin de compte, il prend l'empreinte de la prothèse, il met bien sûr du light dans l'intrado, et il scanne sa prothèse. Donc cette prothèse, je l'imprime, et elle va me servir de porte-empreinte individuelle. Donc il suffit de percer au niveau des vis de cicatrisation qu'on peut apercevoir dans l'intrado. Et en plus de ça, ça va me servir pour la DV. Donc c'est génial, c'est que ce duplicata me sert pour toutes les étapes de fabrication. J'ai pas besoin de faire de cire d'occlusion un peu bancale. J'ai un porte-empreinte qui est ultra précis et physiologique. Et en plus de ça, je vais pouvoir refaire exactement la même chose. Donc c'est vraiment une Bien joué. technique sympa. Si on peut rassurer Delphine, en fait, la résine modèle qui est utilisée, elle est biocompatible classe 1. Donc, pas de toxicité pour le patient. Tu étais inquiète, Delphine? Non. Non, c'est du body language. Il n'y avait pas de son, mais on a vu la tête. Hein. Voilà, on a compris. Donc voici la prothèse. Enfin, c'est pas amovible parce qu'elle est transvissée, mais c'est des dents en résine. Donc là, c'est du traditionnel. J'ai une empreinte numérique, c'était la prothèse précédente. J'ai fait un duplicata porte-empreinte avec celle-ci. On a eu ce résultat tout à fait sympathique et la patiente était contente. Elle nous a dit c'est la même mais en mieux. Magnifique. Slide suivante. Alors, ouais, je voulais aussi vous montrer les petits SMS que je reçois. Donc, je reçois des petits messages agréables. Depuis, vraiment, j'insiste, je fais de la pub pour Stratasys, mais depuis que j'ai changé d'imprimante, je reçois de plus en plus ce genre de messages. Alors, j'ai pas dit à toute ma clientèle que j'avais investi dans une nouvelle imprimante. Et j'ai des clients qui m'ont dit « Mais Benjamin, c'est super, tu vas changer des paramètres, ne change rien, tout va bien maintenant. » Et en fait, tout va bien depuis que j'ai investi dans la Stratasys. Je ne touche pas des royalties par Stratasys, mais je suis tellement content, c'est le plus bel investissement selon moi. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est un échange avec Olivier, qui est confrère, qui est prothésiste. Et en fait, on a avancé ensemble, main dans la main. Et je le remercie pour cela. C'est gentil, Benjamin, mais moi, j'aimerais bien traduire quelque chose au final. C'est que ces nouvelles technologies, finalement, on voit qu'il faut les appréhender, s'adapter, apprendre à vivre avec, les maîtriser surtout. Et derrière, bien échanger avec du coup, le praticien et le laboratoire. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'avec ces nouveaux usages, on arrive à faire les bons calages. Et moi aussi, en tant que revendeur, finalement, je rentre dans la boucle, puisque il faut comprendre que ces évolutions-là, enfin, on n'en est qu'au début. Là, on est mature sur les usages. Après, il va y avoir tout un tas de nouvelles résines. On voit qu'il y a des nouveaux usages. Maintenant, Benjamin, il fait un duplicata de prothèses existantes via un scan.
qui sert de porte-empreinte. C'est génial, on a des nouvelles pratiques qui vont émerger. Donc, c'est le boulevard à devenir. Ça s'appelle la courbe d'apprentissage. Exactement. Donc là, on aurait pu mettre satisfaction des 3 P plus le R pour revendeur ou fournisseur. Ouais, fabricant, ingénieur, enfin, voilà, les chercheurs. Tout à fait. Ok, d'accord. Donc voilà, je voulais vous donner les avantages de mon imprimante. Elle est ultra précise, on peut faire du guide, du full arch, un volume de travail inconsidérable avec un gros plateau, multi-matériaux, on peut imprimer 5 matériaux en simultané. Gain de temps, on gagne un temps au niveau du post-traitement qui est inconsidérable. Je n'ai pas parlé de la santé, mais effectivement, le post-traitement, c'est quand même pas terrible pour mes salariés et pour moi-même d'ailleurs. Puis la satisfaction des clients et le sentiment de faire un travail de qualité, ça n'a pas de prix. Voilà pour moi. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin. On va laisser la parole à Eric et qui va nous faire part de son expérience au quotidien en tant qu'orthodontiste. Voilà, très bien. Bonsoir, je m'appelle Eric Safati, je suis cofondateur de The Dental et pour moi, c'est très important, évidemment, de m'exprimer dans le cadre de The Dental. Je suis par ailleurs orthodontiste, c'est ce que je fais tous les jours et j'ai intégré dans mon exercice un mini labo, un laboratoire dans un espace dédié, je te rassure Delphine, avec un renouvellement d'air, etc. Donc, ce que je peux dire, c'est que je vais simplement ramener le débat à quelque chose de beaucoup plus terre à terre pour dire à nos confrères ici qui nous écoutent ce qui se passe au quotidien dans l'exercice de l'utilisation des aligneurs en orthodontie, mais pas que. J'ai montré aussi un cas clinique d'autres perspectives. Next, suivante. Donc, en fait, ce qui se passe dans les aligneurs, pour juste rappeler le principe, c'est les aligneurs donc transparents. Il y a une marque générique qui est devenue générique, qui s'appelle Invisalign, mais qui est aux aligneurs ce que le frigidaire est au réfrigérateur. C'est-à-dire que ce n'est qu'une marque commerciale. En fait, ce sont des aligneurs, donc ce sont en fait des gouttières transparentes qui recouvrent les dents, ce sont des prothèses, donc ce sont des dispositifs médicaux, je précise, amovibles, et qui vont être portés par les patients jusqu'à 22 heures sur 24 dans le meilleur des cas pour voir les dents bouger. Donc c'est en fait, on va déplacer les dents avec des logiciels grâce à des logiciels très perfectionnés qui permettent de faire ça petit millimètre par petit millimètre. Et à chaque étape de l'alignement, il y a un modèle qui est imprimé et sur ce modèle, par des méthodes donc de thermoformage, il va y avoir une gouttière qui va être fabriquée. Et donc, on va demander au patient de porter successivement ces gouttières pour arriver au résultat. Suivant. Donc, la gouttière est fabriquée en thermoformage, comme je venais de vous dire, et elle va être parfaitement adaptée au patient, posée par le praticien dans la bouche du patient, et on va demander au patient de l'utiliser. Effectivement, on est très dépendant du niveau de coopération du patient dans l'utilisation de ces techniques avec des appareillages amovibles. Un patient qui porte peu, pas ou mal ou pas correctement ces gouttières, il ne verra pas du tout les dents s'aligner correctement. Donc, c'est un moyen supplémentaire d'alignement dentaire. Ça ne se suffit pas à lui-même. Il y a d'autres méthodes pour aligner les dents. Il y a aussi des appareillages fixes, des bagues, etc., qui peuvent être visibles ou invisibles. Il y a aussi des contre-indications. Voilà, c'est-à-dire, en bref, il y a des indications et des contre-indications. J'aimerais mieux dire même, il y a des cas où c'est particulièrement adapté et il y a des cas où ça n'est pas adapté et on ne bougera pas les dents de façon correcte, de façon idéale avec les gouttières. Voilà le thermoformage de façon très simple. C'est ce qu'on fait au laboratoire tous les jours. Je vous ai pris en photo mes modèles d'utilisation. Alors, en fait, sur le thermoformage, il existe aussi des machines de thermoformage beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus à grosse échelle, qu'on trouvera dans les laboratoires professionnels. Je ne suis pas un laboratoire professionnel, c'est mon utilisation simple, personnelle au quotidien. J'ai un petit volume et donc on se suffit pour certains cas cliniques à les fabriquer nous-mêmes dans la partie laboratoire de mon cabinet. Diapositive suivante.
Il y a tout ce que vous avez décrit tout à l'heure. Une fois que le dispositif médical a été fabriqué, il y a une partie de découpage, polissage, adaptation. Effectivement, ça va être essayé en bouche. Le patient va l'essayer. Il va lui-même nous indiquer s'il y a des parties qui le gênent et on va régler ça directement pour le patient. C'est très adapté, encore une fois, à certaines situations cliniques, mais pas à toutes. J'insiste là-dessus. Je vois Olivier qui bouge la tête et je suis d'accord. Alors, je remercie OrthoPartner pour cette photo. J'ai récupéré ça sur leur site. J'ai trouvé que c'était très bien, mais je crois, Néhémie, que tu as montré quelque chose d'équivalent où on voit le cycle vertueux en fait, du flux digital. Là, en l'occurrence, c'est en orthodontie pour le déplacement dentaire, mais pas que. C'est effectivement dans tous les domaines. Moi, je m'occupe que d'orthodontie. Je ne fais que ça. Donc, il y a effectivement, au départ, il y a le scanner intraoral. Très simple aujourd'hui, il y a différentes machines sur le marché. Je ne parlerai ni de marque, ni de tout ce qui existe aujourd'hui. Ce que je peux dire simplement, c'est que ces 10 dernières années, on a vu des machines de plus en plus performantes, de plus en plus faciles d'utilisation et de moins en moins onéreuses à l'utilisation. Donc, c'est quelque chose, effectivement, dans tous les domaines. Je pense que c'est le cas aussi pour les machines d'imprimante 3D. Il y a une évolution constante, une amélioration constante des produits et des matériaux. J'insiste là-dessus, je vais l'évoquer dans un instant, c'est très important. Il n'y a pas que l'impression 3D, il n'y a pas que la machine d'impression, il y a aussi les matériaux qu'on met à l'intérieur. Très important et très sensible pour nous, les dentistes ou orthodontistes, puisque finalement, dans les matériaux, on va trouver toujours cette même dualité, les résines qui vont présenter une certaine ductilité, et une certaine résilience, une certaine élasticité, jusqu'aux céramiques qui vont être de plus en plus dures, plus rigides et certainement plus esthétiques, qui dureront plus sur le long terme, mais qui seront moins élastiques. Et il y a dans les matériaux, on a parfois besoin de choses plutôt proches des résines, avec des matrices en résine, et parfois plus proches des céramiques ou éventuellement même des zircones qui sont encore plus durs, qui s'approchent même des qualités physico-chimiques des métaux. Et on va se retrouver avec toute la panel de possibilités qu'on utilise aujourd'hui. Et les machines d'impression 3D aujourd'hui permettent de nous mettre à disposition des matériaux de plus en plus proches des différentes caractéristiques dont on a besoin. Alors, à chaque étape, juste dans la diapo précédente, on voit à chaque étape, on voit la modélisation, on voit donc des logiciels de planification, l'impression effectivement en 3D, le thermoformage et voilà tout ce qui se passe en fait pour arriver à utiliser la gouttière. Alors quand je parlais d'alignement, la gouttière transparente d'alignement, quand je parlais de matériaux, j'en profite pour dire que bientôt, en tout cas c'est ce qui semble arriver, on va imprimer directement les gouttières d'alignement. On ne sera plus obligé d'imprimer un modèle en 3D sur lequel on va avoir un thermoformage, mais bientôt, on pourra, ça existe déjà, mais on est au tout début, on pourra directement imprimer les gouttières et donc économiser des étapes importantes. On aura 3 minutes sur le bientôt tout à l'heure pour voir quel est le potentiel et les matériaux justement à venir. Notamment, je pense que la première... En tout cas, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple les facettes. Les facettes justement, Jean-Paul, on va aborder pas les facettes, mais un autre aspect. La dentisterie restauratrice. La dentisterie restauratrice. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, juste pour te donner l'information, Delphine, les gouttières, on les porte 22 heures par jour pendant 6, 9 mois, 1 an. Voilà les durées, on demande de la biocompatibilité, pour le préciser. Là, ce sont carrément des obturations, c'est-à-dire que le patient va vivre avec, ça va être dans sa bouche, ça va être collé dans sa bouche. Donc, on peut imaginer les contraintes de biocompatibilité, à quel point elles sont importantes. Puisqu'il va y avoir certainement dans la salive un passage important de choses. Alors, voilà, dans ce cas d'espèce, on pourrait très bien ces obturations les faire avec des composites en direct, avec un matériau qui est directement mis en bouche, et photopolymérisé. Ça, c'était les techniques classiques. On avait aussi la possibilité de faire là je parle sous couvert de nos prothésistes, de Benjamin et d'Olivier, on pouvait faire des onlays, c'est-à-dire qu'on prenait une empreinte, alors qui peut être une empreinte, je dirais, traditionnelle ou numérique, mais avec des préparations spécifiques pour que la préparation soit de dépôt et qu'on puisse rentrer et sortir la pièce. Là, c'est dans le cadre des onlays. Mais maintenant, on pourrait carrément, et ça arrive aussi grâce à l'évolution des matériaux, et c'est ce qu'on voit sur la gauche, c'est-à-dire on voit des pièces avec des petits pieds comme ça. En fait, vous avez
une empreinte optique, donc un scanner intraoral qui a été fait de la pièce, et elle va être directement imprimée à côté du fauteuil, dans la version in-house qui était citée tout à l'heure. Vous voyez les petits pieds que vous voyez là, qui sont posés, ce sont les petits pieds qui ont permis l'injection et la fabrication alors, en technique additive, donc il y a différentes façons de faire. Ce que vous voyez dans la partie supérieure, si tu peux montrer, voilà, dans la photo de gauche où on voit les deux petites pièces blanches, voilà, dans la partie supérieure, voilà, c'est l'intrado de la pièce. Alors l'intrado de la pièce, il est parfaitement adapté à la cavité. Il va être mis en place donc avec l'intrado à l'intérieur, et ensuite on va couper les petits pieds qu'on voit là et finir la pièce directement en bouche. Vous imaginez la qualité de ce travail par rapport à un travail en direct où on met un composite, un matériau fluide qu'on va appuyer, enfin on va appuyer pour le fouler, pour le mettre à l'intérieur. Pardonnez-lui, c'est voilà. Un orthodontiste. Voilà, excusez-moi, je parle. Pardonnez-lui, c'est un orthodontiste. La dentisterie restauratrice directe. Voilà, mais c'est tout un art. Ça m'a interpellé, même si ce n'est pas ce que je fais au quotidien, la différence de ce qui était précédent. Là, c'est Jean-Paul qui l'a fait pendant des années, mais ça m'épate parce que ça va être des pièces extrêmement précises qui vont être fabriquées finalement peut-être en 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, hein, ça dépend de la rapidité de l'imprimante, et avec une précision absolument incroyable. Et donc, ça nous, tout de suite, ça fait le pont avec l'avenir en disant voilà ce qui va nous arriver dans la dentisterie de demain matin avec des pièces qu'on va pouvoir imprimer directement, que ce soit des gouttières d'alignement ou des couronnes provisoires ou des couronnes sur implant ou de la dentisterie restauratrice comme on voit là. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a une slide derrière ou... Non, c'est bon. Ah ben voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Eric. Avec plaisir. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on arrive au terme de ce webinaire absolument passionnant, vraiment passionnant. Vraiment, je vous remercie à vous tous d'avoir aussi bien présenté chacune de vos expertises. C'est vraiment extrêmement passionnant. Ce que je retiens, c'est que toute cette science nécessite des connaissances, et ce diplôme universitaire en fabrication additive, j'aimerais que tu nous en dises un mot, Néhémie, puisque donc très rapidement pour coordinateur pédagogique, on est à 1h20 de webinaire, et que donc je pense que nos auditeurs ont faim. Mais en tout cas, voilà. Donc très rapidement pour conclure, donc ce diplôme il est sous format de 89 heures. On a 55 heures de cours avec des jeux sérieux. On fait intervenir aussi, comme vous l'avez certainement compris, des professionnels experts dans leur métier. Donc c'est très vivant, et c'est une formation diplômante qui s'adresse pas seulement à un public en formation initiale, mais surtout en formation continue à des professionnels qui veulent acquérir de nouvelles compétences. Donc là, vraiment, on fait sur un format qui puisse être assez concis pour permettre à tout un chacun de se former sur ces nouvelles technologies. Exactement, et en plus, il y a une spécificité, il y a un petit chemin également pour aller vers la maxillofaciale, où un certain nombre, je crois qu'il y a une dizaine d'heures qui est consacrée, si mes souvenirs sont bons, à l'application en odontostomatologie. Mes amis, je vous remercie beaucoup. Guillaume, si tu peux passer les slides suivantes pour que on a des questions, on va les prendre. Ce serait peut-être plus simple, Guillaume, si tu pouvais. Alors, je vais les prendre rapidement les unes derrière les autres. Mais quel intérêt des résines dans les restaurations type Onlay, vu que depuis très longtemps on a la qualité des céramiques biocompatibles en CFAO. Je vous laisse répondre, les spécialistes en prothèses. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à un moment donné, avec l'impression additive, à être aussi bon que l'usinage? Et est-ce qu'on va pouvoir prétendre à poser des pièces qui seront peut-être plus économiques, plus rapides à faire et aussi précises ou plus précises? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je pense que Benjamin, tu as quelque chose à dire dessus. Moi, j'attends avec impatience l'impression de céramique, en fin de compte, pour ce type de boulot. Parce qu'effectivement, en résine,
il y a mieux, je pense, en termes de dureté notamment. Il y a, de longévité. De longévité. Il y a les hybrides, les Serasmart et compagnie. Mais tout ça, c'est quand même de l'usinage. C'est ça. Mais juste pour compléter, sachez que ça se fait, mais à échelle très réduite. Par exemple, il y a la boîte Lithos qui a développé des imprimantes qui permettent d'imprimer de la prothèse céramique. En fait, d'abord, on imprime une sorte de résine composite avec la céramique qui suit un post-traitement, un peu comme vous faites aussi avec vos disques en zircone. Donc, avoir une phase de délientage, fritage. Et eux, ils ont eu la certification pour l'utiliser. C'est très peu répandu aujourd'hui. Mais ça se fait actuellement. D'accord. J'attends ça avec impatience. On a une question de Judith Guéry. Est-il vraiment possible d'imprimer au cabinet un bridge provisoire sur un plan de qualité aujourd'hui? Si vous permettez, moi je peux répondre. On a justement un TP The Dental sur lequel qui a exactement ce programme qui démarre le matin avec des préparations et qui se termine l'après-midi, justement, à l'heure actuelle, avec de l'usinage. Et avec nos amis de Silaos, on espère passer ce TP à la fois en une partie d'usinage et une partie stratification, impression 3D, pour justement laisser à nos apprenants la possibilité, les deux possibilités. À l'heure actuelle, le TP est en usinage, et bien on va faire en sorte que ce TP puisse avoir également la possibilité de l'impression 3D. Voilà. Donc, alors, pour répondre à Judith aussi, pour compléter la réponse, j'ai pas eu le temps de l'aborder dans ma mini partie, mais c'est vrai que aujourd'hui, on attend beaucoup de l'évolution des matériaux. On est déjà extrêmement satisfait de l'évolution des imprimantes parce que ça a été très très vite, et l'évolution des matériaux nous permettra d'envisager à qualité égale l'impression 3D par rapport à l'usinage. Maintenant, on n'a pas abordé la question des prix de revient des différentes options. Aujourd'hui, les prix de revient, si on considère mis à part les mensualités de l'imprimante, j'ai envie de dire, sont très favorables à l'impression additive. Alors, j'ai une dernière question et ensuite on va remercier tous nos participants d'avoir suivi ce webinaire. Il sera accessible en replay, bien évidemment, tout de suite, quasiment, puisqu'il va être, en tout cas sur la plateforme LinkedIn, en permanent. Et puis, on va pouvoir en segmenter, chère Delphine, des morceaux choisis. On a des questions sur le DU. La slide qui est devant vous, ma chère Judith, vous donne les contacts de The Dental, le numéro de téléphone, et vous permet d'avoir tout ce qu'il faut, en tout cas pour votre question sur le DU. Comment peut-on suivre ce DU? On vous répondra évidemment très vite, et on peut le suivre cette année. Je pense qu'il y a une date qui est prévue dans le dernier trimestre. Je crois qu'elle a été bloquée. Voilà. Et Judith, elle est très active ce soir, puisque elle a raison. Ne vous excusez pas, chère Judith. Pour la précision, est-ce mieux l'additif ou le fraisage? C'est complémentaire. C'est complémentaire, voilà. C'est complémentaire. Absolument. Voilà, bravo. Voilà. Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse. Voilà. Bonne réponse qui fédère tout le monde. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie infiniment, vraiment encore une fois, parce que c'était absolument passionnant de vous écouter. Je pense que nous avons été très attentifs à chacune chacun de nos exposés. Je donne rendez-vous. Je souhaite d'abord à nos auditeurs d'excellentes vacances. Je pense que les années sont assez compliquées et que le mois de juillet et la fin juillet arrivent avec grand bonheur. Je vous souhaite de très très bonnes vacances. On continuera nos cycles de webinaires évidemment à partir de septembre. On a des webinaires de toutes spécialités. Je pense qu'on va, d'ici la fin décembre, avoir à peu près 5 à 6 webinaires dans des spécialités telles que la dentisterie restauratrice, implantologie, etc. Donc, merci à tous. Passez de très bonnes vacances. Merci à tous nos intervenants. Voilà, à tous merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on espère très bientôt pouvoir faire l'expérience dans nos TD et nos TP des imprimantes additives.
Et donc, voilà, c'est une invitation ouverte. Hein, et pour ceux qui voudront participer et ceux qui voudront venir apprendre plein de choses avec nous. C'est passionnant, le débat est passionnant et merci à tous. Et je garde à l'esprit toutes les contraintes et toutes les obligations qui ont été excellemment décrites par Delphine sur toutes les problématiques de biocompatibilité et de santé liées à ces pièces. Merci.